Je me demandais en quoi et comment les émotions pouvaient être moteurs de changement. Et il me semble même que tu avais dit que est-ce que les émotions pouvaient être moteurs de changement pour compléter cette question-là? Alors c'est une vaste question, ça aussi, Ouais, ça je génère sais. des... Il y a beaucoup de sensibilité sur cette question-là, parce que les émotions, faut pas y toucher chez les personnes qui sont très très adeptes de l'émotion. Déjà, pour moi, l'émotion n'est pas une abstraction, ce n'est pas quelque chose, une sorte de fantôme qui se balade à l'intérieur de la personne. C'est une réponse idéomotrice, ça j'en avais parlé, hein, mais je vais revenir là-dessus. Dans l'émotion, il y a motion, qui signifie mouvement. En fait, une émotion, c'est un mouvement. Par exemple, si quelqu'un me raconte une blague, et que je dis c'est très drôle cette blague. Clairement, je n'ai pas été ému. Le rire est une émotion, et là, je n'ai pas eu l'émotion. J'ai intellectuellement considéré qu'elle était drôle, mais il n'y a pas eu les modifications physiologiques. Mon corps n'a pas connu des modifications spontanées, irrationnelles, qui répondent à un effet comique. Par exemple, la rupture, la surprise, etc. Donc j'ai pas ri, donc j'ai pas été ému. L'émotion, elle se verra, elle est visible, elle est tangible, elle est sensible aussi, on peut la sentir. Moi, je pourrais le sentir. Et par contre, si on m'a raconté une blague, j'ai ri, et du coup je dis, elle est drôle, c'est pas forcément parce qu'elle est drôle que j'ai ri, c'est parce que j'ai ri que je sais qu'elle est drôle, que je la trouve drôle. Mon corps m'a indiqué, parce que j'ai la capacité à ressentir ce qui vient de se passer dans mon corps et à le reconnaître, je peux dire que c'est drôle. Je vais reprendre le même exemple, mais avec quelque chose de triste. Quelqu'un me raconte une histoire triste. Si je dis, c'est très triste que tu me racontes, clairement, ça ne m'émeut pas. Si ça m'émeut, c'est qu'au moment où il me le raconte, il y a des modifications musculaires, physiologiques, chimiques aussi. Je veux dire, ma gorge se serre, il y a des muscles dans ma gorge qui se serrent, qui se contractent. Il y a peut-être ma respiration se modifie dans mon ventre et peut-être des muscles qui se nouent. Mes glandes lacrymales vont commencer à sécréter des larmes, etc. Il y a vraiment ma voix, du coup, va changer. Enfin, il y a toute ma physiologie qui va se modifier. Et du coup, moi, ressentant ce qui est en train de se passer, par le sens qu'on appelle la kinesthésie, c'est-à-dire les informations en provenance de mes muscles, mais pas que la kinesthésie, hein, mais notamment la kinesthésie. Mais pourquoi pas aussi le goût? Par exemple, les larmes vont aussi donner un goût dans ma bouche. Enfin, je vais reconnaître ce qui est en train de se passer en moi, et le reconnaissant, je vais dire, c'est triste ce que tu me racontes. Euh, je dis ça parce qu'il y a des maladies, notamment dans le trouble autistique, qui consistent... Il y a notamment une maladie, par exemple, qui consiste à ressentir des émotions, mais à ne pas être capable de les identifier. C'est-à-dire, par exemple, je vais pleurer, et si on me dit qu'est-ce que tu ressens, je vais dire je ne sais pas. Donc il y a bel et bien le corps, mais c'est l'étape suivante qui est reconnaître, être capable de nommer ce qui se passe dans mon corps, qui va être déficient. Ça prouve que ce n'est pas parce que c'est triste que je pleure, mais c'est parce que je pleure que c'est triste, et que je sais que c'est triste, d'une certaine façon. Sauf qu'il peut y avoir, je peux avoir une évaluation intellectuelle du fait que c'est triste, rationnelle. Mais alors, du coup, c'est pas l'émotion. Donc, je pense que pour moi, l'émotion, c'est quelque chose de très corporel. Et quand on dit, est-ce que c'est moteur de changement? En fait, il y a souvent une corrélation entre l'émotion et le changement. Faut être honnête, très souvent. Pas toujours. Pas toujours. Hein. Je vais faire quand même une parenthèse. C'est que j'ai des collègues qui sont obsédés par l'idée que tout changement passe par une émotion, et chez eux, ils ont systématiquement une émotion forte qui accompagne le changement. Moi, qui n'ai pas cette croyance, je ne l'ai pas systématiquement. Pourtant, j'ai de très bons changements. Hein. Donc, c'est la preuve que tout changement passe pas forcément par une émotion, puisque c'est pas forcément. Moi, j'obtiens des changements sans émotion. Mais bon, c'est la preuve que nos croyances nous conditionnent quand même pas mal le résultat. Hein. Mais tant que ça marche, à la limite. Mais disons qu'il y a une corrélation. Souvent, au moment où la personne change, au moment où il se passe vraiment quelque chose, il y a une émotion forte. Mais est-ce que c'est l'émotion forte qui crée le changement? Ou est-ce que c'est parce qu'il s'est passé, là, une conversion profonde, vraiment quelque chose de fort, qu'il y a eu une émotion? Est-ce que c'est parce que la personne vient de changer qu'il y a eu une émotion? Il y a et peut-être d'ailleurs c'est même pas corrélé, c'est parce il y a quelque chose, et peut-être même qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va et donner l'émotion, c'est-à-dire et donner une réponse physiologique, et donner un changement derrière, qui est la cause de ces deux de ces deux conséquences, qui sont pas forcément l'une la cause de l'autre. Donc il faut se méfier un peu de ces biais d'interprétation qu'on a dans notre cerveau, qui consistent, quand on voit deux choses qui se produisent ensemble, à finir par croire que l'une est peut-être la cause de l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quelle est la relation entre le changement et l'émotion.
Mais j'aurais du mal à répondre à cette question de manière générale parce que le changement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans beaucoup de cas, chez des gens qui me consultent, il y a quand même un changement d'émotion, on va dire. C'est-à-dire un changement de réaction du corps par rapport à un stimulus. Dans beaucoup de cas, dans énormément de cas, ce qu'on me demande, c'est ça. Face à tel stimulus, ou face à tel ensemble de stimulus, ou face à tel contexte, dans tel cas, je réagis de cette manière-là. Mais très souvent, ce que la personne me décrit, c'est pas juste une réaction, genre mon cerveau réagit comme ça, ma pensée réagit comme ça, mais c'est mon corps réagit comme ça. Pas toujours, hein, mais parfois c'est je me dis ça, j'ai des idées noires. Mais très souvent, ce qui pose problème, c'est qu'il y a une émotion qui ne me convient pas. C'est-à-dire une réaction qui ne me convient pas. La personne va dire, par exemple, si une personne du sexe qui m'attire me regarde dans les yeux un peu trop longtemps, je rougis ou je rigole bêtement. C'est-à-dire mon corps, là, réagit d'une manière qui ne me convient pas. Ou alors, quand je repense à tel événement de mon passé, je pleure. Donc, face à tel stimulus, quand j'appuie sur ce bouton-là, il se déclenche ça. Donc la personne souvent décrit le fait que son corps donne une réponse à cette idée ou à cette stimulation qui ne lui convient pas. Quand je pense à un avion, j'ai peur. C'est-à-dire mon corps, ma respiration s'accélère, je commence à transpirer, je commence à me sentir mal, etc. Il y a tout un ensemble de symptômes. Donc il y a souvent un X déclenche Y, dont le Y est quand même bien souvent un ensemble de réactions corporelles, pas juste une réaction corporelle. C'est rare que la personne dise, bah voilà, mon petit doigt frétille. Bon, non, c'est en général un ensemble de modifications physiologiques qui du coup, vu de loin, donne ce qu'on appellera une émotion. Et la personne souvent veut changer l'émotion, c'est-à-dire changer la façon dont son corps réagit. Soit dire, je souhaite que quand je pense à un avion, ça reste une idée et ça ne devienne pas une émotion. Ou alors la personne peut dire, je souhaite que ça provoque une autre émotion. Par exemple, si une personne du sexe qui me plaît me regarde un peu trop longtemps dans les yeux, ça ne me fasse pas rougir et rire bêtement, mais ça me donne un apaisement et une confiance. C'est-à-dire que mon regard se pose... il y a bien et bien des modifications physiologiques en moi, mais qui consistent pour ma respiration non pas à devenir plus haute, mais à devenir au contraire plus calme. Mon regard non pas à fuir, mais au contraire à se planter très calmement dans celui de l'autre, etc. Donc la personne peut demander d'autres émotions. Donc le changement passe de tout... Enfin voilà, si on a cette perception de l'émotion que j'ai décrite là et qui n'est pas que la mienne d'ailleurs, hein, que j'invente rien, mais qui je sais n'est pas forcément celle. C'est pour ça que je l'ai précisé, j'ai redonné cette définition personnelle parce que quand même je la partage pas avec tous mes collègues, je le sais. Et bien en ce cas-là, on peut dire que la plupart des changements qu'on a à faire consistent en un changement d'émotion. Mais pas forcément dans le sens où certains peuvent l'entendre. Voilà, donc c'est un peu. Je sais pas si j'étais très clair là-dessus parce que je suis peut-être allé un peu vite. Sur l'émotion, il y aurait beaucoup de choses peut-être à te dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus justement Vas-y, Pas dis-moi. de précision pour l'instant sur la question. Après, c'est vrai que c'est un vaste sujet et enfin, ta position, elle est plutôt claire là-dessus. On peut s'en servir, mais après, c'est pas obligatoire, quoi. Non, je pense vraiment. Moi, j'ai vu des. Je suis désolé de dire ça, mais je suis plutôt confraternel. Hein. J'essaie de soutenir quand même les collègues, surtout les collègues formateurs, parce que je sais à quel point c'est un métier difficile. Mais j'ai vu et j'ai entendu des témoignages de certains, je dis bien formateurs, qui étaient tellement obsédés par l'émotion qu'ils pouvaient vraiment chercher à pousser des gens vers des émotions extrêmement négatives devant un groupe de formation, etc. Je crois qu'il y a chez certaines personnes qui font de la psychothérapie ou des choses en lien, parfois une conception de l'émotion qui est... si je provoque de l'émotion chez l'autre, il y a comme une forme de relation un peu ambiguë à une sorte de pouvoir. Moi qui ai fait pleurer l'autre, il y a une jubilation de ce thérapeute qui a mis le doigt là où... le doigt sur le levier là. Il y a une jubilation et je pense qu'il est quand même lié à une relation d'un peu de pouvoir, ouais, j'ai réussi à trouver la faille, et c'est échec et mat, quoi. Il y a quelque chose de gagner une partie. Je suis pas très très à l'aise forcément toujours avec le rapport que certains de mes collègues ou certaines de mes collègues ont avec l'émotion, qui est une obsession ambiguë, je trouve. Elle est respectable. Et on ne doit pas... Une chose aussi, tiens, j'y pense. Oui. En formation, souvent, je répète à mes élèves quand même de surtout pas projeter l'émotion. Par exemple, une personne qui pleure, c'est pas forcément une personne triste.
Une personne qui a une larme qui coule, c'est pas forcément une personne triste. D'ailleurs, une personne qui pleure et qui peut vraiment donner les signes qu'elle pleure, si vous lui demandez en hypnose comment ça se passe, parfois elle va vous dire « Je sais pas, mon corps pleure, mais moi je n'ai aucune... Moi je me sens bien en fait. » Bon bah elle se sent bien, elle se sent bien. C'est la preuve d'ailleurs que l'émotion est très physiologique et pas forcément reliée à l'idée. Mais parfois vous pouvez avoir quelqu'un qui pleure et vous lui demandez comment ça se passe et elle vous dit « Oh, c'est magnifique, je veux vivre quelque chose de tellement beau. » Bon bah il fallait surtout pas projeter de la tristesse. Par exemple, quand je fais des démonstrations en formation, quand une personne pleure, il est rare que j'ai pas une personne dans le groupe qui vienne lui tendre ou me tendre un mouchoir. Alors que j'ai rien demandé. Et en cabinet, il est rare que je tende un mouchoir à une personne qui est en hypnose. Elles en ont rarement besoin. Elles se débrouillent très très bien sans. Mais on voit qu'il y a une sorte de... Il y a une je dis pas, c'est pas une critique, hein, je veux dire, ça part d'une très bonne intention, et je comprends totalement l'élan. Mais il y a quelque chose d'interventionniste, c'est-à-dire cette émotion qui est en train de se dérouler, ces larmes qui coulent, ce reniflement, ça me gêne, il faut que ça s'interrompe, il faut que la personne soit bien. Bah pas forcément, non, elle est en train de traverser un truc, il faut surtout pas forcément chercher à le couper, ni à l'apaiser sur le coup. Ensuite, plus tard, oui, après la séance, on tend un mouchoir souvent, voilà. Mais, ou alors parfois sur le coup, vraiment, si on sent que la personne pourrait être mal à l'aise, ça dépend de ce qui est en train de se passer, bien sûr, mais ne pas interpréter. Éventuellement, on demande comment ça se passe, qu'est-ce que vous ressentez, mais ne pas forcément interpréter. Pareil pour le rire. Il arrive qu'en hypnose, on rit, mais c'est pas forcément parce qu'on trouve ça drôle. Alors j'entends parfois des gens qui disent « Ah oui, c'est bien de rire, c'est drôle, etc. » Parfois, la personne rit parce qu'elle est très mal à l'aise. Comme on pourrait rire chez le dentiste quand on a un peu de phobie, etc. Et du coup, on est complètement à côté de la plaque si on s'est trouvé drôle et qu'on croit que le rire de la personne est lié à ça. Donc bon, c'est un peu délicat, mais en tout cas, évitez de projeter. Si vous avez tendance à accorder une très très grande importance à l'émotion, et ben justement, méfiez-vous de vous-même. Si vous avez tendance à vous en foutre, et ben intéressez-vous à l'émotion. C'est ce que j'avais dit sur je sais plus quoi. Bon voilà, en gros, essayez d'aller à l'encontre peut-être de votre tendance, parce que probablement que vous allez voir des émotions partout et voir du fort partout. Voilà, il se passe un truc fort. Parfois, vraiment, vous avez des gens mais impassibles. Vous vous dites, oh ben, j'ai pas vraiment appuyé sur un levier. Et à la fin, ils se réveillent, ils font, waouh, mais c'était dingue votre truc. Il s'est passé des choses tellement fortes. Mais vraiment, alors que pendant, vous auriez dit que il s'était rien passé. Et au contraire, parfois, vous avez des personnes qui ont eu des émotions en apparence fortes et puis qui repartent en disant, ouais, bon, c'était pas mal. Je sais pas trop si ça va m'aider. Donc, voilà. C'est surtout en hypnose, hein. En hypnose, en fait, quand l'hypnose est profonde, très très souvent, les personnes sont tellement dissociées de leur corps qu'elles peuvent pleurer ou rire intérieurement extrêmement fortement, alors que de l'extérieur, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez à peine un petit sourire. Donc bon, c'est normal, hein, faut pas forcément chercher à ce que la personne elle chiale dans le fauteuil. Ça peut arriver d'ailleurs très bien, mais ça dépend il y a des sensibilités très différentes. Donc une personne qui est très impassible sur un fauteuil n'est pas moins émue par ce qui se passe. Oui, dans l'idée, c'est de rester curieux de toute façon. C'est jamais projeter, bah tiens, je pense que c'est négatif ou positif, et donc du coup, je vais dans ce sens-là. C'est toujours poser la question au final. Oui, c'est un très bon mot, ça. Oui, c'est bien de résumer par ce mot, en effet. L'attitude de l'hypnothérapeute, à mon avis, de l'hypnotiste, de l'hypnologue, quelle que soit la façon dont on l'appelle, je pense que ça doit être davantage la curiosité, en effet, plutôt que la projection. C'est-à-dire, j'ai plutôt la curiosité de savoir ce qui se passe chez l'autre, plutôt que je devine ce qui se passe chez l'autre. Plutôt que l'intuition, je dirais. La curiosité plutôt que l'intuition. Souvent, on va dire, oui, mais c'est l'intuition qui compte. Privilégier la curiosité, c'est une bonne chose.